Bienvenue, mesdames, messieurs. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle randonnée sur votre émission 100% Bénin. Inimaginable absence il y a quelques semaines du très en vue élu de la 18e circonscription électorale sur la ligne du départ pour les prochaines élections législatives. Eh bien, le vin est désormais tiré. Mathurin Kofi Nago, puisque c'est de lui qu'il est question, ne sera pas de la compétition. L'annonce a officiellement été faite par l'élu du peuple en personne. Silence radio sur le mobile profond motivant ce retrait. Rien non plus au sujet des relations prochaines que l'homme entend entretenir avec sa formation politique, l'Union progressiste, dont il est d'ailleurs l'un des membres fondateurs. Retrait de Mathurin Kofi Nago de la course pour les législatives du 28 avril. Une démarche d'ouverture ou de la réelle politique. Il s'agit là, mesdames, messieurs, du thème au menu de votre émission 100% Bénin du jour. Déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Élisée Heribert Abeladjovi, l'homme n'est plus à présenter, très ouvert sur l'actualité sur le continent. Il nous accompagne durant cet instant de décryptage et d'analyse journaliste internationaliste. Il est écrivain. Élisée Heribert Abeladjovi, bonjour. Bonjour Joël Etondi, chers téléspectateurs, bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Avec plaisir. En face de lui, Ange Banoui, journaliste, l'homme et analyste politique. Ange Banoui, bonjour. Bonjour Joël, bonjour amis téléspectateurs. Et merci de répondre aussi à notre invitation. C'est moi. 4 mandats à son actif pour le compte de l'institution parlementaire, 2 fois successivement président de la dite institution, Mathurin Kofi Nago. L'homme ne sera pas de la 8e mandature, ni en qualité de président, ni en qualité de simple député. Un choix délibéré de l'élu de la 18e circonscription électorale, resté bien silencieux par rapport aux facteurs motivant une telle option. Élisée Heribert Abeladjovi, l'annonce aura surpris plus d'un. Oui, surprise quand même, parce que, évidemment, le professeur Mathurin Kofi Nago n'est pas de la dernière pluie. Vous l'avez dit, il a été 4 fois député, 2 fois président de l'Assemblée nationale, et donc c'est un acteur important de notre scène politique, notamment dans son mono et dans son beau-pas natal. Et donc si aujourd'hui il décide de se retirer de la course aux législatives prochaines, dans 2 mois, alors qu'il était là pour une séance de restitution par rapport à l'Union progressiste, dont il est l'un des membres fondateurs, on peut se poser 1001 questions. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que c'est vrai que souvent, chez nous, on a l'impression que lorsque les mêmes personnes vont au Parlement à plusieurs reprises, que c'est comme s'ils s'éternisent. Mais en réalité, on sait très bien que le système que nous appelons le système démocratique ne vient pas de chez nous, et que d'où ça vient, les gens se relaient de génération en génération. Les gens sont au Parlement depuis peut-être 4 décennies, tout cela, et lorsqu'ils quittent, c'est leur fille ou leur fils qui prennent le relais. Donc ça ne pose pas de problème, la question de la longévité, si tant est que le personnage ou la personnalité politique fait ce qu'il faut pour sa région. Et donc oui, on est surpris, mais on peut analyser pourquoi cela arrive. Pourquoi cela arrive? Oui, c'est la question principale qu'ils sont nombreux à se poser. Ici, nous essaierons d'apprécier un peu le pourquoi et tout ce qui pourrait tourner autour de ce pourquoi. Mais avant, oui, Ange Banoui, ce qui aura aussi surpris, c'est qu'il n'y aura pas eu de signe avant-coureur d'une telle annonce. Habituellement, il y a déjà quelques signes qui peuvent présager de ce que, oui, on peut assister à un schéma comme celui-là. Mais dans le cas d'espèce, rien. La nouvelle est ainsi tombée. Écoutez, c'est l'un des éléments majeurs de cette avant-veille des élections législatives prochaines et qui vient dans une certaine mesure annoncer les véritables couleurs de ces jeux politiques en ce qui concerne déjà non seulement le positionnement des candidats pour les élections, quand on sait que sous nos cieux, le positionnement ne se fait pas sur la base non seulement de tests rigides et dont chacun sait que sur la base d'un parcours donné ou bien suite à des élections qui amènent à ce que les militants puissent désigner qui vont représenter, qui vont défendre les partis de couleur.
on n'est jamais au fait de qui est-ce qui va porter véritablement les bannières du parti, que lorsqu'on est peut-être membre fondateur, comme on le dit, ou bien, comme on dit, pour la plupart du temps, comme on a des partis politiques dont la plupart du temps, les responsables sont en même temps les géniteurs. Mais cette fois-ci, quand on rentre dans cette nouvelle dynamique de la mise en œuvre du système partisan, et quand on regarde également les tests qui sont mis en œuvre, notamment par l'Union progressiste, on pourrait s'attendre peut-être, bien qu'ils aient essayé de mettre une marge au minimum jusqu'à décembre prochain pour pouvoir aller à un nouveau congrès, pour pouvoir véritablement huiler la machine et permettre maintenant à ce que les postes électifs soient pourvus sur la base des élections de façon concrète. Jusque-là, on est encore dans le jeu des stratégies de désignation, comme on le dit, dans le secret des dieux. Et cette annonce n'est qu'un avant-goût de ce qui va se passer, parce qu'il y aura certainement beaucoup de personnes qui certainement sont actuellement, qu'on pense aujourd'hui qu'on pense aujourd'hui pouvoir être candidats, mais qui ne seront pas à la ligne de départ. Et c'est l'un des éléments majeurs. Et quand vous voyez quelqu'un comme Mathurin Kofi-Nago, qui, suite certainement à des conciliabules, vient de son propre chef annoncer qu'il ne sera pas candidat, non seulement ça permet aux militants de comprendre que d'une certaine manière qu'il a accepté, qu'il a avalé la pilule, quelle qu'elle soit, et de l'autre côté également de permettre à ceux qui viennent après lui que lorsque, par exemple, il serait demandé par exemple de désister ou bien de venir annoncer également qu'ils ne seront pas candidats, qu'ils ne puissent pas chercher à vouloir réfléchir par deux fois. Si quelqu'un comme Mathurin Nago a pu venir déjà donner le ton, je pense que les autres aussi, quand il serait question, quand leur tour va venir, ils vont se retrouver dans les conditions de dire qu'est-ce qu'on fait. Oui, la belle Adjouvi, votre vis-à-vis évoque plusieurs choses à la fois, mais je commence par l'un des aspects, à savoir, on est en pleine phase de traitation pour le positionnement. C'est clair, dans quelques jours, on verra beaucoup plus d'agitation autour, de voix qui vont peut-être aussi s'élever. Mais dans ce qui vient d'être fait, est-ce qu'on peut se permettre de lier cela à d'éventuelles tractations en vue? Il dit, Mathurin Kofi-Nago vient de son propre chef, dit, moi je ne serai pas candidat. Et donc, quand il sera question de positionner des gens demain, et qui ne pourront pas trouver leur place, on pourra leur rappeler que, bon, s'il y a eu quelqu'un qui, de son propre chef, a dit « je ne suis pas candidat », qu'est-ce que cela vous coûte, vous autres, qu'on a positionné à telle position, qui ne se retrouve pas là-dessus, de simplement dire « je ne suis plus candidat ». Est-ce qu'on peut se permettre cette lecture? Oui, puisque je disais tout à l'heure, à l'entame de l'émission, que c'est une surprise quand même si ce n'est pas une totale surprise, parce que n'oubliez pas, depuis un peu plus de 20 ans, je vais dire déjà depuis le retour de Kérékou II, il y avait déjà une volonté de rajeunissement de la classe politique et surtout d'amener c'est-à-dire une refonte du système. Mais il n'a pas pu, le président Boni Aïe est venu, il n'a pas pu, et je crois que le président Patrice Talon, qui s'est donné le devoir d'approfondir les réformes et, s'il le faut, de faire fondre le système, est en train de réussir un coup, puisque de toutes les manières, nous sommes aujourd'hui dans un système partisan et dans une charte des partis politiques aujourd'hui qui force au rassemblement. On est obligé de rassembler les forces, alors que notre culture politique jusque-là est basé sur les intrigues, les jeux de couloir comme partout, mais beaucoup plus renforcé. L'autre parlerait de cet individualisme accusé qui fait craindre les pires divisions. Et donc, nous nous rendons compte que là où on s'en va vers des législatives dans des conditions où tout le monde est obligé de resserrer les rangs. Et quand on se retrouve dans un tel schéma, il y a comme, si je regarde de plus près, une volonté quand même de la part du chef de l'État de revoir la machine et que au Parlement, en tout cas, je suis convaincu que dans son cœur, il désire qu'il y ait un renouvellement de la classe politique. Vous liez subtilement là ce retrait stratégique à la volonté du chef. Ne voyez-vous pas l'homme le faire de son propre chef? Non, c'est possible. D'abord, il ne faut pas oublier, lorsque vous parlez de Mathurin, du professeur Mathurin Kofi-Nago, si mes souvenirs sont bons,
Je crois qu'il y a eu quelques semaines ou quelques mois, il avait Maya parti avec une jeunesse aussi du côté de Bopa. Je ne sais pas, où des gens ont été incarcérés, tout cela. Dans quelles conditions tout ça est arrivé, j'avoue que je ne maîtrise pas tout le fond du dossier, mais il y avait comme une frange de cette jeunesse de sa localité qui n'était plus en bonne intelligence avec lui. Est-ce que cela a joué? Je ne peux pas le dire. Deuxième chose, dans la volonté de rajeunir la classe politique, ce qui était quand même à voir à travers cette affaire de la refonte de la charte des partis politiques. Donc, dans ce cadre-là également, on peut bien s'imaginer que ceux qui ont toujours renouvelé leur mandat pour les élections législatives auront de plus en plus de difficultés, puisqu'il y a de jeunes loups également qui attendent au portillon et qui veulent avoir leur temps de gloire. Donc ça également, est-ce qu'il y a eu des négociations entre le professeur Mathurin Kofinago, qui a eu, comme vous l'avez dit, quand même 4 législatures, et d'autres députés qui ont déjà fait, leurs humanités? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté aujourd'hui qu'ils aillent servir ailleurs, toujours au service de la République, et que d'autres personnes viennent donner leurs preuves? C'est aussi là également une autre piste, et on peut multiplier les pistes de toutes les manières. Je suis convaincu d'une chose: si le professeur Mathurin Kofinago, membre fondateur de l'Union progressiste, se retrouve dans sa localité et annonce son retrait pour les législatives, c'est une manière aussi de répondre à ces détracteurs qui se disaient l'attendre aux législatives, et donc que lui-même se retire de son propre chef. Et connaissant notre environnement politique, je suis persuadé que s'il le fait de cette manière-là, il a certainement alors d'autres visées, il a certainement d'autres promesses de quelque part. Vous parlez de la culture béninoise en ce qui concerne la gestion et l'occupation d'un certain nombre de portefeuilles, même lorsqu'il y a des problèmes autour. Le Béninois ne démissionne pas, dit-on, et Mathurin Kofinago a choisi de se retirer après avoir mené tous les combats possibles. Si n'était pas gagné d'avance, aller à la constitution des blocs, c'est fait. Aujourd'hui, il est question de vendre un peu le fruit mûr aux militants, quitte à avoir leur adhésion et, en son temps, pouvoir espérer en récolter les dividendes. Et c'est ce moment-là que Mathurin Kofinago a choisi pour annoncer son retrait. Et où? Dans son fief. Écoutez, cette annonce pourrait également être aperçue comme un effet d'annonce. Parce que, dites-vous que... Effet d'annonce? Oui, parce que dites-vous que Mathurin Kofinago ait annoncé qu'il ne sera pas candidat, et que les militants, à la base, ne se retrouvent pas par rapport à cette posture. Pensez-vous que cela ne va pas influer, par exemple, la décision qui a été prise au niveau du sommet? Tout au moins, sa sortie prouve aujourd'hui qu'il y a tout au moins un leader politique qui va véritablement imposer, dans une certaine mesure, qui va donner des directives par rapport au positionnement pour les prochaines élections présidentielle, notamment quand on se retrouve du bloc de la majorité présidentielle. Ça, c'est l'un des éléments clés qu'on peut retenir, qu'on peut sortir de cette annonce de Mathurin Kofinago. Parce que pour Mathurin Kofinago, qui, en tant que président de l'Alliance des Forces démocratiques unies, est allé en congrès avec ses militants et les députés membres de l'Alliance pour pouvoir chercher, suite à l'avènement de la dynamique du système partisan, de se constituer dans un grand ensemble, et qui se sont retrouvés par la suite au niveau de l'Union progressiste. Et ne vous attendez pas à ce que ce dernier-là, après avoir bataillé durant tout ce long chemin, après avoir entrepris toutes ces démarches-là, du jour au lendemain, dans les perspectives du renouvellement de la Chambre parlementaire, puisse s'annoncer et ne pas être candidat. Donc cela amène donc à l'analyse, à se poser la question de savoir qu'est-ce qui a donc pu se passer pour qu'on en arrive à cette annonce. Dans un premier temps, pour Mathurin Kofinago, cela peut être l'objet d'un certain nombre de conciliabules, parce qu'il faut le notifier. Il y a également bien de personnes qui voudraient aujourd'hui, suite à la mise en place de ces grandes formations politiques, voudraient se repositionner. Et nous ne sommes plus à l'ère où nous avons plusieurs partis politiques, où chacun, pour ses propres intérêts, pouvait se positionner. Mais l'autre chose aussi est que, si en annonçant par exemple qu'il ne sera pas candidat, et Mathurin Kofinago fait montrer
à certains leaders de la formation politique qu'en réalité que les populations le réclament, cela pourra aussi peut-être, pourquoi pas, balancer la tendance. Mais, il y a un mais. Le mais, c'est que du moment où il annonce qu'il ne sera pas candidat, cela aura donc dit que quelque part, il y a déjà quelqu'un qui est préparé pour pouvoir être candidat à sa place. Et lui, donc, il va céder son fauteuil. Quelqu'un préparé pour prendre sa place, lui va céder le fauteuil. À travers plutôt cette annonce, beaucoup voient l'homme s'offrir plutôt désormais un congé comme cela se doit et s'occuper de ses petits-enfants. Le voyez-vous, après ce long parcours et surtout après avoir sacrifié ce qui politiquement lui paraît cher, le grand universitaire qui quand même a aussi beaucoup d'intérêt pour son parcours universitaire. Non, je ne pense pas. Même si on me disait que lui-même l'a dit, qu'il va se reposer et s'occuper éventuellement de sa famille, je n'y croirais pas. Je crois que c'est le professeur Mathurin Kofinago, qui est un scientifique, donc qui sait calculer, en arrive à annoncer à son fief, à son peuple, à sa population, qui ne sera pas aux législatives. Ça voudra dire que quelque part, il y a eu des conciliabules et que dans ces conditions, il trouve qu'il sera mieux quelque part d'autre que d'être au Parlement. Même si quelqu'un pourrait dire qu'il fait contre mauvaise fortune bon cœur, de toutes les manières, s'il n'est pas présent aux législatives, c'est sûr qu'il sera présent quelque part d'autre. Ce ne sera pas pour aller se reposer, parce que lorsqu'on touche à la chose politique, c'est difficile de se retirer. C'est un peu comme un biberon ou prendre du miel. Ah bon, à ce point-là? Mais c'est dire que lorsque vous donnez à la politique dans le sens le plus pur, le plus noble, c'est que vous êtes au service du peuple pour que les choses changent pour le meilleur. Et donc, lorsque vous êtes engagé dans cette lutte, on le fait jusqu'à la fin de sa vie, généralement. Maintenant, lorsqu'on se retrouve encore chez nous, et ce n'est pas trop différent ailleurs, même si les gens ont eu le temps d'embellir cela, c'est toujours qu'il y a des dividendes qui s'en sortent. Ne nous leurrons pas, l'essentiel, c'est que les acteurs politiques fassent d'abord le travail pour lequel ils sont là, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un mieux vivre pour les populations de nos villes et de nos campagnes. Nous savons très bien qu'ils se sucrent sur nos dos. Il y a une réjouissance déjà des scènes d'allégresse au niveau d'une certaine frange de la jeunesse et qui trouve que cette annonce paraît comme du pain béni à leur vœu si cher, aider au repositionnement du grand nombre de la jeunesse. Ils se réjouissent trop tôt? Ah, mais je trouve que de toutes les manières, en politique, les coups sont permis. En politique, chacun cherche à se positionner. Et donc, dans la jeunesse, je trouve que dans la jeunesse engagée aujourd'hui, il y a certainement de bonnes têtes, des têtes bien faites et des têtes qui sont capables de représenter valablement les citoyens de ce pays que nous sommes maintenant dans cette jeunesse également. Cette jeunesse n'est pas venue du ciel, donc dans cette jeunesse, il y a également une bonne frange et même une large frange qui a copié les mauvaises habitudes, certainement. On verra bien. De toutes les manières, vous savez, si c'est l'école politique que nous avons eue jusqu'à ce jour, on est bien désolé, mais il faut le dire, les gens ne nous ont pas aidés à voir la politique telle que ça devrait être. Maintenant, l'autre chose, d'où c'est venu que nous pratiquons, même ce que nous appelons la démocratie et autres, quelqu'un pourrait dire, s'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Donc, de toutes les manières, chacun fait ce qu'il peut par rapport à sa culture, son éducation. Les acteurs politiques à ce jour ont fait ce qu'ils peuvent. Il y a bien des facteurs qui ne dépendent pas forcément d'eux. Et lorsque vous vous retrouvez dans des conditions où, lorsque vous êtes un député, par exemple,
alors que vous êtes élu pour tout le peuple dans votre localité. Les uns et les autres s'attendent à ce que vous répondez à leurs besoins les plus intrinsèques. Vous vous rendez compte que l'argent doit venir de quelque part. Et vous comprenez déjà ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas facile. Il faudrait qu'il y ait une culture politique, que dans nos partis politiques, il y ait une éducation qui permette à ce que les citoyens à la base comprennent que ce n'est pas l'homme à la tête du parti politique qui gère tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que la question du regroupement pourrait aider à quelque chose. Alors, Mathurin Kofi-Nago, dans sa posture actuelle, paraît-il comme le guide parfait pour une jeunesse en mal de l'expérience parlementaire. Écoutez, dans un premier temps, il faut reconnaître que Mathurin Kofi-Nago, alors député de la 7e législature, a été nommé déjà en 2017 en tant que facilitateur en chef pour la conduite de l'examen stratégique national fin zéro. Une nomination qui était perçue au sein de l'opinion comme non conforme à une fonction élective. Parce que, étant donné qu'il est député, donc il est un élu du peuple. Il s'était parlé de cumul de postes. Voilà, qui avait créé en son temps la polémique. Mais nous voilà, donc ce poste-là, je n'ai pas encore eu un autre arrêté qu'il est démis de cette fonction-là. Et nous voilà donc à l'orée de nouvelles échéances électorales. Pour un nouveau régime comme celui de la rupture, qui se veut peut-être travailler dans une certaine mesure dans les règles de l'art, pour le moins qu'on puisse dire, je ne pense pas que cela aussi pourrait ne pas être un élément sur lequel on pourrait tabler pour pouvoir demander à l'homme de choisir entre retourner au Parlement ou bien rester par rapport à cette fonction-là, par exemple. En dehors de cela, pour son statut universitaire, il pourrait également avoir, pourquoi pas, d'autres offres, ou carrément être appelé à d'autres fonctions. Mais l'autre chose, c'est que politiquement, après un parcours comme celui de Nago, on ne pourrait même pas s'arroger soi-même une retraite, bien qu'on le veuille. Vous regardez, vous remarquez que même les anciens présidents que nous avons, non pas simplement pour le fait que certains pourraient dire que c'est une question de boulimie de pouvoir, mais un ancien, quelqu'un qui a été acteur politique jusqu'à un niveau donné, il est toujours consulté, consultable, quelle qu'en soit sa posture. Même à 2 minutes au chevet dans son lit, on viendra le consulter parce qu'il a un parcours, il a un agenda, il a un certain nombre de connaissances qu'il pourrait mettre au profit, en tout cas, des acteurs politiques. Peut-être qu'il ne serait plus à l'avant-plan. Regardez aujourd'hui, par exemple, l'Union progressiste, Bruno Amoussou, malgré tout ce qu'on pourrait dire, il n'y a qu'aujourd'hui avec la question du culte de la jeunesse qui est amené à ce qu'on puisse penser que pour être responsable à un niveau politique, il faut être jeune, etc. Mais les conséquences sont également là. C'est là qu'il faut faire la part des choses. Entre vouloir faire du jeunisme, comme certains le diraient, ou carrément mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Cela ne pourrait pas dire que les jeunes n'ont pas un parcours, mais quand un jeune a du parcours, il n'y a pas de quoi à ce qu'on essaie de l'écarter par rapport à quelqu'un qui, pour le simple fait qu'il soit peut-être d'un âge certain. Donc, cela va donc dire quoi? Qu'aujourd'hui, bien que les jeunes se revendiquent de vouloir être positionnés sur les listes pour les prochaines échéances électorales, ce ne serait pas une question de mode. Regardons par exemple les grandes puissances dans lesquelles aujourd'hui on a des jeunes en tant que leaders. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Il semble qu'à l'analyse, il y a quelque chose qu'il faille que nous puissions essayer de relativiser. Jusqu'à un certain nombre d'années par derrière, en France, vous ne pouvez pas être chef d'État si vous n'avez pas au moins la cinquantaine. Oui. Mais après, on a cassé, on est venu à un peu plus bas, 40 ans. Aujourd'hui, on est à la trentaine. Et voyez-vous, imaginez un peu ce qui se passe par rapport à ce décalage-là. Est-ce qu'aujourd'hui, la question, c'est une question de jeunes pour décider, ou bien c'est une question des gens qui ont le profil qu'il faut. Alors il faudrait qu'on mette de côté la question Vous voulez dire que la question de maturité à un certain niveau de responsabilité pèse énormément? Énormément, que sur la question de jeunes, pour dire qu'on est jeune. En tout cas, ceux qui ont aidé Patrice Talon, batailler pour qu'il puisse s'asseoir dans le fauteuil présidentiel, il y a incontestablement cette frange de la jeunesse qui demande et qui en demande encore. Ribel Abel Adouvi, et ils sont nombreux. À ce qu'il paraît, c'est désormais un lobby qui met la pression qu'il faut pour pouvoir avoir une place de choix au sein de la 8e législature. Expérience ou pas, on saura apprendre au contact des faits, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, disent-ils. Alors, dans la démarche de Mathurin Kofi-Nago, n'est-ce pas aussi possible de voir comme un clin d'œil à tout cela, c'est sa jeunesse
ou pas, ou plus, et à qui on reprocherait d'avoir une expérience avérée, sinon une certaine longévité, et qu'il est temps alors de dégager le plancher pour que, eh bien, les plus jeunes puissent occuper la place. Parce qu'à vouloir tout réduire à des blocs, finalement, il y a très peu de place pour embarquer tout le monde. Oui, de toutes les manières, vous savez que nous avons un système politique que nous avons hérité du colonisateur. Nous avons une architecture administrative politico-administrative qui ne reflète pas nos réalités intrinsèques, parce que vous savez, le système qui est le plus approprié par rapport à nos réalités, c'est un peu ce qu'on a eu pendant la période révolutionnaire, où tout le monde était représenté, les artisans étaient représentés, les artistes, les intellectuels, en tout cas toutes les classes socio-professionnelles étaient représentées, même confessionnelles. On a eu le temps de déplacer le curseur. Oui, mais je pense que on finira par y retourner, parce que cela répond beaucoup plus à nos réalités intrinsèques. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons au Parlement? Il y a que beaucoup sont là, beaucoup plus pour la figuration, toutes mes excuses, mais vous savez très bien que c'est des consignes de groupe qui sont respectés généralement, et qu'il y a une certaine frange, peut-être intellectuelle, qui fouille les dossiers en profondeur. Et puisque le Parlement est là pour légiférer et pour contrôler l'action gouvernementale, donc il y a beaucoup de choses qui se font, mais qui répondent naturellement à ce que nous avons en place. On ne pense pas d'abord au peuple et aux problèmes du peuple, même si... Il s'agit de la mission et comment chacun assume cette mission, cette part de responsabilité au sein de l'Assemblée. Mais par rapport à ma question, je vous la repose autrement avant de revenir vers Ange. Cette démarche de Mathurin Kofi-Nago ne pourrait-il pas aussi être perçue comme un appel aux dinosaures de la classe politique ayant comme demeure, disent certains, l'Assemblée nationale? Je ne vais pas citer de nom, mais on s'en excuse. Benoît Moussou, il est toujours revenu à l'Assemblée nationale. Adrien Mbouidji, toujours à l'Assemblée nationale. Même au niveau de l'opposition, il y a des dinosaures qui s'annoncent. On a au niveau du MADEP, c'est fou, Fagbou, Emmanuel Golou de l'autre côté. À tout cela, on ne pourrait pas demander, eh bien, si Mathurin Kofi-Nago, avec cette expérience, a pu se retirer, et vous aussi, et si vous retirez, laissez bonnement la place à ceux-là, alors qu'ils sont nombreux à attendre dans le couloir. Oui, je ne pense pas, puisqu'il ne l'a pas dit, je ne pense pas que le retrait du professeur Mathurin Kofi-Nago soit dû au fait que la jeunesse veut prendre la relève. Je pense que c'est certainement dû à ce qu'il y a c'est-à-dire beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et donc, c'est à chaque bord politique de voir par rapport au positionnement ce qu'il faut faire. Et une fois encore, je dis, ce n'est pas évident que le professeur Mathurin Kofi-Nago ait fait ce choix sans que, en contrepartie, il n'y ait autre chose. Sinon, et donc, ça n'ira pas de cette façon. Donc, personnellement, je pense qu'en politique, il n'y a pas de cadeau. C'est une très bonne chose que la jeunesse veut prendre la relève. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, là, on a beau tout dire, la jeunesse a toujours dirigé ce pays d'une certaine manière. Maintenant, quel est le résultat? On peut faire le bilan, mais ça ne dépend ni de la jeunesse, ni de nos aînés. Ça dépend de ce que nous avons en place, et que très souvent, même jusqu'au sommet de l'État, ce n'est pas toujours à l'interne que les choses se décident. Quelle que soit ta bonne volonté, il y a des goulots d'étranglement qui viennent d'ailleurs, et il faudra maintenant compter avec. Nous ne pouvons représenter vraiment d'alternatives fortes que lorsque nous allons nous mettre ensemble avec, là je vais beaucoup plus loin, avec d'autres pays qui vivent les mêmes réalités que nous. Pourquoi le Conseil de l'Entente ne marche pas? Si le Conseil de l'Entente marchait et que nous avions des projets intégrateurs entre nous, déjà dans le Conseil de l'Entente, on peut représenter quelque chose pour changer la situation de nos populations. Si nous allons à l'espace CEDEAO, on aura un ensemble encore plus fort à l'espace Union africaine. Vous avez vu dernièrement, par rapport, par exemple, à l'élection en RDC, dont on parle de mille et une manières,
comment, quand même, avec le soutien d'un pays comme l'Afrique du Sud et autres, le président Joseph Kabila, on peut tout dire de lui. De toutes les manières, on a vu quand même que Félix Tshisekedi, qui peut être considéré d'une certaine manière comme un jeune, vous avez vu l'une de ses premières décisions, lorsqu'on est venu lui donner des pots de vin, il a dit que les gens n'ont qu'à aller améliorer la situation. On a du chemin à faire. On a du chemin à faire sur ces questions. Il faut pouvoir se donner la main si on veut d'une Afrique véritablement prospère. Mais au niveau du microcosme, pour prendre chaque pays individuellement, qu'est-ce qui se fait? Alors, pour la question qui nous réunit, je me retourne vers toi, en évoquant la question aussi autrement. Est-ce que la démarche de Mathurin Kofi-Nago aujourd'hui ne pourra pas être finalement instrumentalisée par ceux qui en demandent beaucoup? On est en pleine période de pré-campagne, ou chanter aux oreilles de ceux qu'on estime avoir trop faire de tour à l'Assemblée nationale, leur demander expressément de vider les lieux. Cette annonce de Mathurin Kofi-Nago pourrait être utilisée comme un mobile, dans la mesure qu'au moment où on connaîtrait qui est-ce qui serait positionné à sa place. Mais du moment où on ne sait pas encore qui, il serait déjà un peu trop tôt, on serait allé vite en besogne de pouvoir dire que c'est parce qu'on veut positionner des jeunes. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y aura de nouveaux visages. Parce que du moment où on sait qu'il y a un certain nombre de sièges qui sont à pouvoir et qu'il y a forcément des gens qui sont en attente, une fois que lui, en tant que Mathurin Kofi-Nago ne serait plus candidat, c'est que cela donne quand même la chance à un nouveau visage de pouvoir se positionner à sa place. Donc, cette tendance à penser, à croire que de facto, c'est une manière de vouloir positionner les jeunes, je pense que je ne voudrais pas être à la place des jeunes pour qu'à la fin, que les gens se mordent le doigt. Mais plutôt, on pourrait tout au moins se dire qu'il y aura de nouveaux visages, il y aura d'autres personnes qui auront la chance peut-être qu'a eu Mathurin Kofi-Nago. S'il a de tout temps été positionné tête de liste, ça veut dire que cette fois-ci, il ne sera pas tête de liste. Donc quelqu'un d'autre... Non, puisqu'il ne sera même pas sur la liste. Donc quelqu'un d'autre sera sur cette liste-là, à cette position-là, et ça va permettre aussi à un autre de monter, de rentrer dans la vague. Maintenant, quitte à ce qu'au niveau des prises de décision, qu'on puisse savoir quels sont les véritables mobiles qui sont mis en œuvre pour pouvoir faire, pour que cette annonce ait lieu. Mais je dis, et je continue de penser, que cette annonce, c'est une première et elle n'est pas à prendre à la légère, parce qu'elle va peser de tout son poids dans les positionnements des prochaines législatives. Et j'aimerais bien dire que c'est un élément indicateur pour certains qui pensent déjà que tout est gagné d'office du moment où ils sont membres des bureaux, des différents blocs, que rien n'est encore gagné d'avance. Il faudra véritablement s'assurer ils ont tout le poids qu'il faut, ou bien qu'ils méritent toute l'attention, ou tout au moins toute la confiance, pour en griffe les principaux leaders, sinon le leader de ces différents blocs pour être positionné. Et là, tout va se jouer. Parce que vous savez qu'en politique, en fait, rien ne se perd, rien ne se crée. Lorsqu'on vous enlève, on positionne quelque part. Mathurin Kofi-Nago ne sera pas candidat comme il l'a annoncé, mais on attendra encore jusqu'à la fin, jusqu'au bouclage des listes pour pouvoir s'en convaincre encore. Je voudrais encore, parce que rien n'est encore joué, bien qu'il ait annoncé qu'il ne sera pas candidat. Maintenant, cela permettra également de se rendre compte que après le peaufinement des listes, qu'on aura de nouveaux visages, et c'est en ce moment-là qu'on pourra s'en convaincre de ce que véritablement son annonce tient lieu d'un certain nombre d'indicateurs que certainement au grand jour on va pouvoir découvrir. Parce que dans le jeu politique, lorsqu'on vous déplace, on ne fait que déplacer les pions. Lorsqu'on saute quelqu'un ou bien on ne positionne pas quelqu'un, c'est que certainement il y a une place qui lui est prévue. Sans quoi ça ne se passerait pas comme une lettre à la poste. Oui, et bien la 7e législature, on lui aura tout reproché, mais elle constitue la législature qui aura eu la crème des crèmes, parlant des présidents ayant conduit ces institutions, chacun avec ses tas, bien entendu. Mais on a eu 4 anciens présidents en son sein, dont l'un qui, une fois encore, a eu la chance de conduire le navire jusqu'à bord. Nous avons Mathurin Kofi-Nago qui sera désormais absent. Reste en position Adrien Oumbédi, Bruno Amoussou et Idi Kolaole. Ces 3, vous les voyez pour une raison ou une autre faire de telles options ou être une fois encore le guide pour fédérer les énergies?
Je crois que nous avons dit beaucoup de choses ici, mais il y a quelque chose, si nous voulons être dans l'analyse rigoureuse, que nous ne devons pas oublier. Allez-y. Si le professeur Mathurin Kofi-Nago a trouvé nécessaire d'aller parler à sa population et de dire « je ne serai pas candidat aux prochaines élections législatives », qu'il m'excuse, mais je crois fondamentalement que ce n'est pas à écarter de la situation sociopolitique de sa localité et de ce que, par rapport à un certain nombre de réactions pour ou contre lui, on a entendu une certaine frange de la jeunesse de sa localité demander à ce que, si la mouvance présidentielle veut de bons résultats pour les législatives, il faudra faire en sorte que le professeur Mathurin Kofi-Nago ne soit plus positionné, du moins en tout cas en pole position. Je crois que si d'autres personnes sont dans le même schéma que lui, c'est-à-dire qu'ils ne seront éventuellement pas positionnés, moi je ne pense pas qu'ils auront la même démarche en allant dans la localité et de dire « je ne serai pas candidat ». Et d'autres peuvent être surpris même d'ailleurs lorsque la liste va sortir. Mais je pense que dans son cas, s'il a été amené à faire cette annonce, je me demande si ce n'est pas pour arrêter une certaine hémorragie. Parce qu'il y a quand même des précédents. S'il va parler aujourd'hui et que personne n'a parlé avant lui, alors il faut se poser la question de savoir est-ce que ce n'est pas qu'à un moment donné, par rapport à sa base, il y a un problème qui s'est posé et que même au-delà, il y a quelques jeunes qui se sont retrouvés embastillés. Et donc, je me dis que, comment on appelle, la stratégie politique pourrait amener également à sacrifier le cheval. Mathurin Kofi-Nago, quitte à le positionner ailleurs qu'aux législatives, et pour permettre à ce que la mouvance présidentielle puisse espérer encore par rapport à ces législatives. Je pense personnellement que s'il y a beaucoup d'autres arguments qu'on peut évoquer, que c'est un argument majeur qui pèse dans la balance par rapport au fait que lui-même, il soit amené, alors qu'aucune liste n'est encore confectionnée, à déclarer urbi et orbi, presque, si je peux m'exprimer ainsi, devant son peuple, devant le peuple béninois et tous ceux qui ont entendu à travers le monde qu'il ne sera pas candidat aux élections législatives. Ce n'est pas forcément une victoire pour ces détracteurs, qui sont pour la plupart des jeunes, il paraît, dans la localité, mais qu'on le veuille ou non, c'est comme si leur cri de détresse était entendu. Je ne voudrais pas quitter ce plateau sans évoquer cet aspect. Ok, c'est important. Alors, par rapport à la question évoquée, parlant des anciens présidents d'institutions qui n'ont certainement pas eu les mêmes parcours, si vous avez à espérer ou conseiller des postures pour ceux-là, quel serait le conseil fondamental? Ah non, je n'ai pas à leur proposer quoi que ce soit. Ils sont des acteurs majeurs. Jusque-là, c'est vrai que les partis politiques ne sont dirigés que par un seul individu pratiquement, et qui est d'ailleurs le bailleur. Aujourd'hui, avec le regroupement des blocs, ce ne sera plus exactement la même chose. Les uns les autres sont obligés de se faire beaucoup plus de concessions. Ce n'est pas le patron à la tête qui décide de qui sera candidat, et c'est fini, puisqu'il y a plusieurs grands partis qui sont ensemble, sauf évidemment pour la mouvance présidentielle où j'imagine que le chef de l'État sera amené à arbitrer. Donc, par rapport à ces anciens présidents de l'Assemblée, à savoir Adrien Ngwedji, Antoine Kolaole Idji et Bruno Amoussou, je ne sais pas s'ils sont au midi ou au soir de leur vie, de leur vie politique, mais de toutes les manières, c'est à eux de décider de la suite à donner aux choses. On a besoin d'un bon dosage entre l'ancienne corne et la nouvelle pour avoir une nouvelle législature équilibrée. On espère bien que la 8e législature soit d'une haute facture. Vous savez, ce n'est pas que les hommes. Les hommes sont là, les lois sont également là, mais je pense qu'au-delà des hommes et des dispositions légales, il y a également
l'éducation des uns et des autres et leur amour profond pour la patrie, c'est un débat qui se fera. Il faut travailler pour, oui. Là, dans le contexte actuel, nous avons parlé de 3 noms, Bruno Amoussou, Antoine Idi Kolaole, comme embarqués à bord du même navire, chapeauté par le chef de l'État d'une manière ou d'une autre. Ces blocs accompagnent le chef de l'État. Un schéma où peut-être leur volonté compte pour très peu, mais Adrien Oumbédi reste toujours capitaine à bord de son navire, le PRD. Pour la 8e législature, qui se veut la législature du renouvellement, en tout cas, c'est ce qui se chante un peu partout, pensez-vous à un retour important pour la suite des dossiers ou ce serait utile un retrait pour ces hommes? J'ai bien envie de faire du cap à cas. Okay. Quand on prend par exemple Adrien Oumbédi, ce n'est pas évident qu'il se retire. Parce que s'il voulait se retirer, le PRD allait fusionner depuis fort longtemps avec l'un des partis, l'un des autres ensemble de la mouvance. Et avant de vous laisser aller au second pas, dites, est-ce que le PRD pourrait gagner gros en laissant Adrien Oumbédi se retirer, si lui-même voulait même se retirer? Je ne pense pas, pour le moment. Parce que, qu'on le veuille ou pas, Adrien Oumbédi constitue jusqu'à preuve de contraire encore une figure emblématique du PRD. Et dont la seule présence sur une liste pourrait motiver les gens à aller, tout au moins, à donner leur affection pour le parti ou bien à aller contribuer à son élection. Mais bien que les réalités ont évolué, quand on se rend compte, peut-être par exemple, quand on analyse peut-être dans une certaine mesure. Hein, alors, vous passez au second cas, puisque le temps s'en va. Maintenant, quand on prend le cas Idi Kolaole, vous avez évoqué encore Bruno Amoussou, il pourrait avoir des annonces. On pourrait avoir encore des annonces à la suite de Mathurin Kofinago. Mais la véritable question qui se pose, c'est de savoir est-ce que c'est juste pour contenter la jeunesse ou bien c'est pour répondre à la réelle politique actuelle. Si c'est pour contenter la jeunesse, je pense que on serait véritablement, comme on le dit là, on serait en train de foncer droit dans le mur. Mais si c'est pour des questions de réel politique, je pense que là, ce serait vraiment bien réfléchi. Parce que je ne suis pas de ceux qui pensent que, coûte que coûte, jeune pour jeune, il faille que certains ténors qu'on a trouvés, qu'on les a trop vus. En politique, il y a des gens qui sont des repères. Je pense qu'on l'a tous constaté. Avant les différentes révisions constitutionnelles, il y a Bruno Amoussou qui est sorti. Je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un d'une étoffe parlementaire ou bien représentative du chef de l'État qui pouvait sortir pour parler en tant qu'acteur politique aujourd'hui ou bien député. Donc, du moment où le chef de l'État s'est dit « je me retire de l'animation interne au niveau du Parlement et je reste responsable de mon gouvernement », bien qu'il ait le contrôle de l'autre côté des politiques. Donc, de façon stratégique, on pourrait estimer qu'il y ait quand même un toilettage, que certains reviennent pour pouvoir impliquer une certaine direction, mais si c'est de façon, je ne dirais pas mathématique, ou bien pour pouvoir contenter la jeunesse, demander à ce que certains se retirent, je pense qu'on aurait fait une mauvaise analyse. Le Parlement, ça reste le vivier indispensable, le moteur même de la démocratie, dit-on, en termes d'équilibre, mais aussi d'apport. Tout s'y décide. Ribel Abel Adovi, s'il y a une figure qui aura beaucoup marqué, c'est aussi la doyenne d'âge, de certain âge. Pour la 8e législature, avec le vent qui souffle actuellement, auriez-vous souhaité un retour de la doyenne d'âge ou une passation de charge? Ah, mais je pense qu'elle a dit à un moment donné qu'elle se retirait de la politique. Dernièrement, je ne sais plus si elle se retire vraiment. De toutes les manières, je pense que lorsqu'on est en politique, c'est les circonstances qui déterminent les actes. Je pense que concrètement, sans aller dans son cœur, Rosine Vieira-Soglo a bien envie de prendre sa retraite politique. Je pense qu'elle a même dit, maintenant, est-ce que les circonstances l'obligent à faire autrement? C'est une question à laquelle elle est seule à répondre. Il y a une question à laquelle elle est seule à répondre. Je pense que par rapport à elle, ce qui pourrait se faire, c'est qu'il faille véritablement mûrir les contextes. Elle pourrait peut-être être candidate, être peut-être élue et ne pas siéger. Parce que de façon stratégique aujourd'hui, quand on prend la RB, dans une circonscription comme la 15e, je ne pense pas qu'il y ait déjà quelqu'un qui puisse véritablement, qui ait eu l'étoffe de Rosine Soglo, bien qu'on dira que tout homme est substituable, elle ne sera pas
nul n'est éternel. À un moment donné, il va finir par céder. Le temps est complètement parti. Je ne dirais pas ceci, que je n'aurais pas dit ce que je voulais en venant sur ce plateau. Vous allez comme ça avec... malgré les temps et les circonstances, malgré que ce soit difficile, je suis sûr que progressivement, le Bénin et sa classe politique est en train de trouver de nouveaux repères et de rechercher la meilleure manière de faire mieux la politique au service du peuple. Est-ce que nous y sommes réellement? Je suis convaincu qu'on y arrivera. Merci beaucoup. Et votre mot de la fin? Non, juste dire que les prochains jours, nous dédifierons davantage sur ce qui se passe et sur le véritable jeu politique. Parce qu'il faut constater qu'aujourd'hui, avec les différentes annonces, que nous avons véritablement des gens qui font le jeu politique. On ne voit que ce qu'on voit, mais le jeu se joue. On ne voit que ce qu'on voit, mais le jeu se joue. 100% Bénin pour le numéro jour. Ce sera tout, mesdames, messieurs. Heribert Abel Ajovi, merci pour la disponibilité. Merci aussi à vous, Ange Benoît, chers téléspectateurs. Je ne le dirai jamais assez. Le plaisir est immense de vous savoir toujours disponible, car sans vous, cette émission n'a pas sa raison d'être. Je vous compagnie sur cette citation de Antoine de Saint-Exupéry. Une opinion n'est pas l'opinion du nombre. Bonne suite de méditation chez vous. À très bientôt. Au revoir.